Le plateau a de tout temps été traversé par des chemins, des sentiers, des routes. Les fagnes, loin du no man's land imaginaire, ont été exploitées mais aussi fragmentées. Terre de frontières, elles ont vu naître, grandir et disparaître des voies de communication plus ou moins importantes. Aussi, sortons nos cartes. S'il est une voie bien connue par les amoureux des fagnes, c'est sans aucun doute la Veke, un nom qui fait référence au mot Veke, qui signifie évêque en wallon. On sait qu'elle passait du côté de Bron-Rome, longeait la fagne de Malchamps, avant d'enjamber la Hogne et de rejoindre le plateau. Celle-ci, aurait, dit-on, été empruntée par les princes évêques de Liège pour se rendre aux abbayes de Stavelot et de Malmedy, mais aucun document ne l'atteste. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ce chemin de crête marquait la frontière entre la principauté de Liège et la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy. Les rares bornes qui subsistent encore nous le rappellent, comme celle-ci, du côté de Malchamps. Si d'aucuns ont prétendu qu'il avait des origines romaines, voire plus anciennes encore, force est de constater que la toute première mention de cet important sentier date de 1569, avant pas de traces, aussi nul ne sait. Il est une route qui, elle aussi, a fait débat et coulé beaucoup d'encre. Elle a d'ailleurs été passée au crible par l'historien Serge Nekrasov, qui lui a consacré un ouvrage. Son nom, la Via Mansouriska, ou mieux, le pavé Charlemagne, une voie qui est loin de nous avoir livré tous ses secrets. Serge, on connaît souvent la Veke ou encore la Via Mansouriska sur laquelle nous marchons en ce moment, mais ce ne sont pas les seules voies, les seuls sentiers ici que l'on trouve dans les Hauts-de-Fagne. Non, la Veke, la Via Mansouriska, ce sont les chemins emblématiques de deux axes de communication qui ont traversé le plateau fagnard. La Veke est-ouest, la Via Mansouriska nord-sud, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a d'innombrables autres chemins qui ont traversé le haut plateau fagnard depuis le Moyen-Âge, plus rudimentaires parce que plus sensibles à la nature humide du milieu, mais qui attestent par leur nombre une fréquentation très importante du haut plateau fagnard depuis le Moyen-Âge. Alors quand je parle d'exploitation, évidemment, on pense au déboisement, au pâturage, à la tourbe, l'extraction de tourbe, et aussi au transit, les voies de communication pour le transport de denrées et tout cela. Donc, on est tout à fait loin de la carte postale d'un milieu peu fréquenté, déserté, pas utilisé, rien du tout. Et d'ailleurs, ici, j'ai 2-3 documents qui vont peut-être illustrer ce côté très fréquenté du haut plateau fagnard. Il me semble que la petite souche là-bas. Oui, voilà, on va aller la voir pour déposer des documents. Je t'en prie. Merci beaucoup. Alors, 2 cartes. La toute première. Alors ici, ce sera notamment pour un peu te montrer qu'il y avait une sorte d'infrastructure Horeca qui commence à s'installer au début du Haut Moyen-Âge. Alors, pour un petit peu avoir des points de repère, voici donc le tracé du pavé Charlemagne. Et voilà le tracé de la Veke. Donc tu vois bien qu'ici, au Moyen-Âge, déjà un établissement dont on ne connaît pas vraiment la fonction, mais qui s'installe au point de départ du pavé Charlemagne. L'auberge Montpiette, disparue aujourd'hui. Oui, tout ça n'existe plus, sauf la baraque Michel. Sauf la baraque Michel. Mais Montpiette était représentée sur une carte célèbre, celle de Mercator, par exemple. Donc, baraque Michel, Montrigui. Sourbrot, à l'origine, était une auberge aussi, le Grand Logis. Et sur l'axe de la Veke, le fameux hôpital de Coquet-Fagne, qui lui aussi remonte au Moyen-Âge. Alors sur une autre carte ici, alors ne t'effraie pas, donc ici c'est un travail que j'ai réalisé il y a déjà un petit temps, quoi. Donc ici tu vois la baraque Michel, le signal de Botrange. Alors c'est la superposition de tracés de chemins qui figurent sur 2 cartes anciennes.
La carte de Ferraris, fin 18e siècle, la carte Tranchow von Miffling, début 19e. Donc en noir Ferraris, en bleu Tranchow von Miffling, et en rouge, ce sont des tracés de chemin, ce qu'on appelle des AV, qui sont toujours sur le terrain pour le moment. Est-ce qu'il y avait plus de chemins au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, ou c'est difficile à dire? C'est difficile à dire. Moi, je pense qu'il y en avait tout autant. Ici, on a quand même encore des chemins de, je vais dire, de grande communication, mais il faut ajouter à cela tous les petits chemins éphémères qui permettaient d'accéder aux zones de pâturage, aux zones d'extraction de tourbe, forcément plus éphémères, puisque ces activités-là, elles changent très rapidement. Une fois qu'une zone est exploitée, on passe à une autre. Et voilà, l'exploitation s'est arrêtée vraiment au 19e siècle. Donc, Oui. il faut imaginer un territoire très, très fréquenté. Oui, et les chemins eux-mêmes, qui n'étaient pas construits en dur, étaient susceptibles de disparaître en fonction de leur utilisation, d'être déplacés, de s'agrandir. Oui. Et quand les épicéas ont été plantés, il y a aussi pas mal de chemins qui ont disparu. Alors là, maintenant, on est juste à côté du tracé du pavé Charlemagne. Vraiment, c'est une route emblématique et exceptionnelle. Mais là, j'ai quelques maquettes à la station scientifique que je vais te montrer. Alors, on va juste se rendre là-bas, quoi. D'accord? C'est parti. C'est parti. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Serge, avant de se pencher sur ces différentes maquettes, peut-être préciser cette fameuse Via Mantsuriska. Elle n'est pas aussi romaine que l'on le croit. Ah oui, en fait, on a, grâce à des procédés scientifiques de datation maintenant, on sait qu'elle n'est pas romaine au sens classique, c'est-à-dire construite au moment des invasions de Jules César, je vais dire ça comme cela, mais plutôt dans le courant d'une période qui va de la fin du 5e siècle, donc là on est encore plus ou moins dans la période romaine, jusqu'au 7e siècle, donc là on est plutôt dans un contexte de haut Moyen-Âge. Et ça, on le sait grâce à des fouilles qui ont été réalisées fin 20e siècle, dans le courant des années 70, même s'il y en avait eu précédemment. C'est ça, les fameuses fouilles de 1934, mais ce sont effectivement ces procédés de datation qui ont permis de déterminer une date, mais pas nécessairement qui l'avait construite. Donc ça, on reste toujours dans le flou, on sait plus ou moins quand. Pourquoi ça? On peut imaginer que c'est pour le transport de matière ou de denrées pondéreuses, puisque quelque part, quand on voit la structure de la voie ici, donc on voit qu'elle est parfaitement adaptée au terrain qu'elle traverse. Donc ici, on est effectivement sur un terrain assez ferme, donc on a juste, je vais dire, une structure en pierre. Là, le terrain devient un peu plus humide, donc on a mis des rondins de bois. Là, maintenant, on est plutôt dans la partie tourbeuse, vraiment dans la fagne. On commence à avoir vraiment une route que, je vais dire, on peut dire sur pilotis. Oui. Hein, et là, c'est la structure la plus complexe qu'on ait trouvée. Là, on a véritablement des contreforts sur les côtés et on a des pieux qui vont chercher le sol plus ferme de manière à pouvoir soutenir cette route, qui a quand même 6 mètres de large. Donc Oui, les énorme. véhicules peuvent se croiser, on a trouvé des ornières. Et donc, sur 6 kilomètres, donc c'est un pont finalement. Ce n'est pas non plus un autre poncif sur le pavé Charlemagne. On expliquait, ou Via Mantsuriska, on expliquait que c'était une liaison Trèves-Maastricht. Mais bon, ici, on n'a pas de vestiges au-delà de Drossard et au-delà d'Eoué, donc ici à hauteur de Montrigny. Donc c'est véritablement un pont qui permet de traverser un obstacle. Et au-delà de ce pont, je vais dire ça comme ça, ça pouvait partir où on voulait. Dans tous les sens. Et tu me disais que finalement, ce type de construction est assez unique, parce que des tourbières, il n'y en a pas que dans les fagnes, on en trouve un peu partout en Europe, mais on n'a pas retrouvé de route qui se présente de cette manière-là ailleurs. À ma connaissance, pour cette période-là, c'est assez exceptionnel. Donc on trouve des routes néolithiques qui traversent les tourbières, avec notamment aussi des substructures en bois, mais je ne connais moi personnellement, je fais peut-être un appel, si on en connaît d'autres, c'est vraiment assez exceptionnel.